Et aujourd'hui, je reçois un député La République En Marche, Cédric Villani, qui est également mathématicien. Vous avez obtenu la médaille Fields, Cédric Villani. Et puis, vous avez décidé de vous engager en politique. Et manifestement, ça vous plaît, puisque vous êtes également candidat à la candidature pour la mairie de Paris. Vous publiez un ouvrage intitulé Immersion chez Flammarion, où vous évoquez votre expérience de la politique et en quelque sorte un bilan d'étape de cet engagement politique. On va évoquer avec vous les différents sujets d'actualité qui se posent, notamment à la majorité, ce que peut l'État. On parlera aux environs de 8h20 également de la question de l'antisémitisme avec l'agression dont a été victime notre camarade Alain Finkielkraut. Mais en attendant, dans ce livre, Immersion de la science au Parlement, on apprend notamment qu'au début, vous ne vouliez pas vous engager en politique. Pourquoi avez-vous finalement décidé de vous engager et quel est aujourd'hui le bilan que vous tirez de cet engagement? Et oui, Guillaume Hermer, début, j'étais là bien installé dans ma carrière de scientifique, ou plus précisément directeur d'institut scientifique, avec une montagne de projets, et j'étais prêt à soutenir aux dernières élections présidentielles, et soutenir par des tribunes, par des prises de position, mais soutenir de l'extérieur. Que je me suis retrouvé plongé à l'intérieur, ça a demandé un concours de circonstances. D'une part, le fait qu'on était dans une présidentielle extrêmement chaotique, avec le sentiment que on veut pas se réveiller quelques années plus tard en se disant qu'est-ce que j'ai fait finalement pour apporter ma contribution aux idées auxquelles je crois. Et puis un petit coup de pouce du destin, comme cette fois où une fake news, comme on dit, une fausse information dans la presse m'amène à me retrouver candidat sans le savoir. Ça fait partie des choses importantes dans la vie, que ce soit, je l'ai connu en tant que chercheur, je l'ai connu maintenant en tant que politique aussi, d'arriver à rebondir sur les coups de chance, les hasards, les choses imprévues, ce que vous ne contrôlez pas, et vous vous dites, tiens, et si ça c'est quelque chose qui est un petit signe du destin qu'il faut se lancer. Et donc, vous avez décidé d'y aller. Vous avez été élu, Cédric Villani, vous êtes élu de l'Essonne. Quel bilan tirez-vous de cet engagement aujourd'hui? Est-ce que vous avez véritablement été utile et était-il nécessaire de se lancer en politique? Nécessaire pour moi, a posteriori, oui, je le vois à quel point finalement il y avait besoin de faire participer plus directement le monde, la société de l'expérience que j'ai pu acquérir avec d'autres casquettes. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir être impliqué à fond dès le début dans plusieurs missions qui ont toutes trouvé leur marque, leur écho auprès du gouvernement. Il y a eu la mission sur l'intelligence artificielle qui m'a occupé pendant 6 mois et qui continue à m'occuper chaque jour ou presque. Beaucoup de discussions sur la mise en confiance des différents acteurs. Il y a eu la discussion sur la réforme de l'enseignement mathématique qui a joué son rôle dans le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on ait acquis le principe de cours d'informatique spécialisés en algorithmique pour préparer nos jeunes à la société de demain. Il y a eu l'affaire Maurice Audin dans laquelle je me suis retrouvé très impliqué, qui était un engagement précédent. Il faut nous rappeler qui était Maurice Audin. Ce jeune assistant mathématicien de la faculté d'Alger, emmené et assassiné par l'armée française en 1957, ce qui est un parmi beaucoup de victimes tragiques de la guerre d'Algérie, dans différents camps bien sûr, et qui est un peu emblématique de par son écho, son origine, son engagement pour ce à quoi il croyait, l'indépendance algérienne, un héros national en Algérie, avec une place à son nom à Alger. Et il a fallu attendre 61 ans pour que l'État reconnaisse solennellement, à travers la voix du président de la République, la responsabilité de l'État français en la matière, et pas seulement dans le cas Audin, mais de façon générale dans la mise en place d'un système d'assassinat et de torture. Sans jeter la pierre à personne en particulier, c'était un événement important dans l'évolution des rapports entre France et Algérie, et puis la France envers elle-même. Ça fait partie des choses que nous avions tant de mal à regarder en face. Et donc, j'ai eu la
la chance de me retrouver avec la possibilité de défendre ses idées et ses actions. Chance d'autant plus importante que ce soit fait à ce moment-là que depuis Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, est décédée. Il y avait bien sûr une urgence à agir après ses 60 ans et quelques. Donc, première année dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir m'impliquer à fond dans divers mandats, également en Essonne bien sûr, et où j'ai pu voir que vraiment j'avais bien fait de m'engager. Cédric Villani, entre-temps, il y a eu la contestation sociale. N'avez-vous pas l'impression que des personnes comme vous, qui incarnent l'élitisme à la française, sont aujourd'hui en décalage avec cette gronde du pays qui évoque le peuple oublié, les invisibles? Est-ce que finalement, eh bien, ça n'est pas une manière de tourner le dos à ce côté un peu trop élitiste de la Macronie? Moi, je crois qu'au contraire, c'est aux gens comme moi de se lancer dans la discussion, dans le débat, et j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'installation de ce grand débat national. Je participe à un certain nombre de débats, j'en aurai encore un ce soir, par exemple, à Paris, dans le 14e, où l'une des questions, précisément, sera l'évolution de la gouvernance et comment faire en sorte pour que les citoyens se sentent plus impliqués, puissent apporter leur contribution plus directement à la démocratie. Nous avons aujourd'hui une opportunité, c'est de parler les uns avec les autres, les uns pour les autres, et de rediscuter tous ensemble sur ce que c'est que le grand projet de société pour la France dans une époque qui est compliquée. On a entendu tout à l'heure la chronique internationale de Camille Magnard. On a bien vu à quel point le monde va mal, à quel point le monde est dans un état de désarroi sur les valeurs, sur le vivre ensemble, mais aussi, on aurait pu en parler, sur l'impact écologique. Et nous avons un grand mouvement de panique mondiale à ce sujet. C'est important, dans ces temps difficiles, qu'on puisse discuter tous ensemble et rester ensemble pour affronter ça. Mais il y a aussi le reproche d'avoir affaire à une classe politique hors sol, une forme d'anti-intellectualisme, bref, des choses qui, a priori, ne vous servent pas. Je pourrais dire aussi, ne nous servent pas, parce qu'on est sur France Culture. Sur le papier, peut-être, ça touche les gens plus ou moins, mais je vous garantis que quand je suis en débat, en discussion avec les gens, quels qu'ils soient, on est dans un moment d'échange, et peu importe, ou je dirais pas peu importe, le fait que j'ai une carrière d'intellectuel, des prix scientifiques internationaux, ça donne d'autant plus de légitimité à ma façon de parler du monde extérieur, à parler des grands enjeux scientifiques. Les gens sont toujours heureux quand on leur parle de ces choses, d'autant plus qu'on les a vécues directement. Vous avez d'ailleurs des liens assez étroits, des liens en tout cas de dialogue avec différents députés d'autres courants, d'autres sensibilités. Vous avez par exemple des liens avec Jean-Luc Mélenchon. Ça se passe comment avec lui? De quoi Avec Jean-Luc Mélenchon, oui. Oula, de beaucoup de choses, mais ça nous est arrivé effectivement d'avoir de grandes discussions à la buvette de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'à une époque, Jean-Luc Mélenchon étudiait la façon de concilier théorie mathématique du chaos et déterminisme marxiste. C'est le genre de projet original un peu barré qui permet de se lancer dans des grands débats sur la place des sciences dans la société et dans la politique. Et sur, ça donnait quoi, le lien entre marxisme et équations mathématiques? Oh là là, il faut inviter ce cher Jean-Luc pour vous parler de cela. Ça changera un petit peu des discussions habituelles, mais on a besoin d'un peu d'originalité. En tout cas, en arrivant à l'Assemblée nationale, je me disais, oulala, les discussions avec les collègues de tous les bords, ça va être quelque chose de très pesant, de très difficile. Mais ce que j'ai bien compris à l'usage, c'est que le débat et les grandes disputes sont réservés à l'hémicycle, qui est l'espace où on fait vivre les idées, où chacun s'engage pour ce à quoi il croit, d'une façon qui peut être très très énergique et parfois violente, dans la violence verbale, et c'est légitime dans cet endroit. Et ça n'empêche pas, dans les coulisses, d'avoir toutes sortes d'échanges enrichissants qui se nouent entre personnes qui ont des convictions différentes, mais qui ont des convictions fortes. Mais alors, un scientifique, a priori, c'est quelqu'un, Cédric Villani, qui envisage des choses de manière froide et rationnelle. Or, on a l'impression, particulièrement en ce moment en France, que la vie politique est tout sauf froide et peut-être en grande partie irrationnelle. Votre point de vue à ce sujet?
D'abord, les scientifiques, il faut les faire sortir de leur image de tour de verre, de tour d'ivoire. Un scientifique est toujours dans la passion. Et comme on le sait bien, à une époque, on est passé du mot-clé savant pour personnifier le savoir et la science au mot-clé chercheur. Le chercheur, c'est celui qui ne sait pas mais qui veut découvrir, qui est sans arrêt dans l'espoir, dans la recherche de l'illumination. Et c'est un métier qui demande une passion extraordinaire. Sinon, on ne serait pas sans arrêt en train de discuter à travers le monde, en train de donner des cours partout, en train de débattre de nos idées. Il y a beaucoup plus de chaleur dans le monde scientifique qu'on ne croit et beaucoup plus d'irrationnel aussi dans ce qui nous porte et nous pousse à avancer. Et ça fait partie pendant des années de ce à quoi je me consacrais, faire tomber les clichés sur les scientifiques. Aujourd'hui, il s'agit aussi de faire tomber les clichés sur la politique. Dans le monde scientifique, il y a beaucoup plus de chaleur, de motivation et d'éléments irrationnels, passionnels qu'on ne croit. Et dans le monde politique, nous devons introduire beaucoup plus de rationalité, beaucoup plus de dialogue avec le monde des experts que nous en avons actuellement. La politique du XXIe siècle, c'est le dialogue entre les politiques, les experts et les citoyens qui tous ont besoin d'être entendus par les uns et les autres. Donnez-nous des exemples. Il y a quelque temps, je me retrouvais à l'Assemblée nationale en train de diriger une table ronde dans le cadre de l'Office parlementaire scientifique. Je me suis attelé à la restructuration de l'Office dès mon arrivée, après avoir été élu président, maintenant premier vice-président. Et je me retrouvais à diriger cette table ronde par moments un peu houleuse, avec d'un côté les représentants du monde de la défense et de la sécurité français, de l'autre côté les représentants du monde scientifique. Le sujet, c'était quelles sont les règles de sécurité dans les laboratoires de recherche pour éviter les problèmes d'espionnage, pour lutter contre le fait que parfois vous avez des informations confidentielles qui fuitent, parfois vous avez des thésards qui veulent se faire recruter dans un laboratoire, pas vraiment afin de chercher, mais afin de capter des choses confidentielles, stratégiques. Et là, j'étais dans cette discussion qui était organisée, où il s'agissait de trouver la bonne façon rationnelle de concilier les impératifs de protection et l'impératif d'ouverture sur le monde qui est caractéristique de la science. Et avec ma double casquette de scientifique et de politique, parfaitement à ma place pour organiser ce débat. Et alors, est-ce que vous comptez être un maire de Paris, si d'aventure vous êtes élu, Cédric Villani, un maire de Paris qui allait appliquer un programme scientifique pour Paris ? Maire de Paris, avant tout, doit bien connaître la capitale dans tous ses moindres recoins et l'aimer dans toutes ses composantes. C'est bien pour ça que dans les opérations de terrain, je me suis lancé sur des formats exigeants de déambulation à travers Paris avec toutes sortes de rencontres sur des périodes de 24 heures consécutives. Maire de Paris doit être présent à toutes les heures, doit être le maire de tous les Parisiens. Oui, c'est un peu ce que fait Anne Hidalgo. D'ailleurs, jadis, vous étiez prononcé en faveur d'Anne Hidalgo. Absolument. Et cette candidature, et si j'avais soutenu cette candidature, c'était parce qu'elle s'inscrivait en particulier dans des objectifs d'exigence écologique, de vivre ensemble, de lien social, toutes choses qui sont toujours très importantes et que je ne renie en rien. Et pour revenir à votre question sur la place du rationnel et de la logique, bien sûr, attendez, Cédric, il faut une gestion cartésienne. On va être logique et rationnel. Il faut d'abord que vous m'expliquiez pourquoi, après avoir soutenu Anne Hidalgo, vous considérez que votre candidature pourrait être un prolongement de la politique d'Anne Hidalgo par d'autres moyens, parce que vous voulez un peu la remplacer. Ici, il s'agit de redonner plus de souffle à cet élan, un souffle qui doit agir sur l'enjeu écologique de façon très ambitieuse, avec une gestion rationnelle et cartésienne de l'ensemble des dossiers, mais aussi redonne l'idée qu'on doit ouvrir davantage Paris sur le monde, s'ouvrir davantage aux enjeux de croisement culturel, et puis arriver à faire vivre à Paris, comme dans le reste, cette triade que j'évoquais. La façon de prendre en compte les décisions des experts et le regard sur le monde qui émerge de façon très forte, façon aussi de faire participer les citoyens de façon forte dans un élan de concertation. On a vu ces dernières années
trop souvent les grandes orientations parisiennes de la capitale se placer sous le signe de la bataille, du clivage. On a vu bien souvent des disputes entre Paris et sa couronne. Le temps est venu de la réconciliation. Les Alors, très projets doivent se concrètement, faire parce ensemble. qu'un maire de Paris, il doit être concret, Cédric Villani également. La propreté, par exemple, c'est propre ou c'est sale, Paris, vous feriez quoi? Quand on consulte les Parisiens, c'était très apparent dans la restitution de Paris et moi il y a quelques temps au Trianon, on voit qu'il y a un mécontentement qui est clair des Parisiens actuellement sur la propreté. Et au-delà de ce qui est apparent, il y a les chiffres par rapport à la qualité de l'air qui sont mauvais. Et le temps n'est pas encore venu de mettre sur la table les propositions concrètes. Ma démarche s'inscrit dans celle d'un mouvement, ma démarche s'inscrit dans un rassemblement. Non, juste pour avoir une idée, par exemple, les Berges-sur-Seine, vous les rouvrez ou pas à la circulation? Vous êtes en train de me demander des éléments programmatiques et c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que mes collègues de La République En Marche sont en train de travailler sur le programme ainsi que ce que nous avons les uns et les autres travaillé sur des projets avec toutes sortes d'idées sur lesquelles les gens sont en train de travailler. Si je commence à dire maintenant, voilà une idée, je trahis ceux qui sont en train de travailler pour cette vision commune. Et le temps viendra du programme et de travailler avec proposition contre proposition. Pour l'instant, nous en sommes à la vision. Cédric Villani, vous faites partie des 50 députés La République En Marche qui se sont abstenus lors du vote de la loi anti-casseurs le 5 février dernier. Pourquoi ? Il s'agit d'une loi qui travaillait sur la restriction des libertés publiques avec des arguments que l'on comprend, mais sur un sujet qui est donc extrêmement sérieux et parfois grave. Nous avons manqué de temps pour en discuter et il était très clair par rapport à la base qui m'a élu que ce que mes électeurs attendaient de moi dans leur majorité, c'était une abstention. J'ai reçu des messages en forme de supplication qui étaient très clairs là-dessus. Si je me coupe de mes électeurs, je brise le lien de confiance et suis moins bien armé pour aborder les grands enjeux qui viennent en politique. Après toutes ces considérations et beaucoup de réflexions intérieures, j'ai décidé de m'abstenir. Pourquoi ne pas voter contre ? Ce qui ne veut pas dire ne pas voter contre non plus, parce que d'une part, je garde mon soutien plein et entier au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour qui j'ai la plus grande admiration pour son action dans des temps extrêmement difficiles, et pour les forces de l'ordre en particulier. Par exemple, au début, il niait les blessures infligées aux manifestants. Et pour les forces de l'ordre qui, dans des conditions très difficiles, ont été toujours sur le pont. On se souvient de la façon dont on était tous inquiets les uns les autres au 8 décembre quand s'annonçait une journée qui était présentée comme... Merci beaucoup Frédéric Seyss. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr. On va évoquer l'antisémitisme, notamment à la suite de l'agression dont a été victime notre camarade Alain Finkielkraut samedi durant l'une des marches des Gilets jaunes. Mais auparavant, on va faire réagir le député de La République En Marche, Cédric Villani, à ce que vient de dire Frédéric Seyss. Je crois que ce que Frédéric Seyss a rappelé, c'est combien très souvent il y a des barrières installées entre les différents rôles de la société et que les plus pernicieuses de ces barrières sont psychologiques. Et quand on arrive en tant que société à dépasser ces barrières, c'est un enrichissement très clair pour la société qui est reconnu par les uns et les autres. Ça veut dire précisément qu'il y a des gens qui se plongent dans une carrière inattendue, des parcours qui sont un peu sinueux et qui permettent de faire profiter les uns et les autres de ces expériences. Et c'est pas parce qu'on manie la langue plus ou moins bien qu'on est forcément meilleur ou moins bon en politique. Bien entendu, Cédric Villani, mais pourquoi allez-vous réussir en politique là où les autres intrus, comme les appelle Frédéric, ont échoué ? Je ne pense pas d'abord que la liste présentée ici ait été exhaustive. On sait qu'à certaines périodes de notre vie politique, certains intrus... Vous avez déjà commencé à bien apprendre l'art de l'esquive pour un jeune politique. Ah, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre rapidement. Vous l'avez appris vite, vous êtes un esprit rapide.
dévier les flèches, et puis ça n'empêche pas de dire des choses vraies. Est-ce que vous Et allez, ce qui est est-ce que vous vrai, allez dire des méchantes choses, par exemple, sur Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, qui sont d'autres candidats à la candidature pour la mairie de Paris? d'abord, c'est pas mon genre de dire des choses Non, méchantes mais il va sur les falloir gens. les écarter quand même. On est ici. Quand viendra le moment de débattre, ce sera projet contre projet, argument contre argument. Ce sera capacité à rassembler et à s'insérer dans le collectif, car vous dépeignez des rivalités entre personnes là où il y a aussi toute une organisation, projets, tout un collectif. Et puis, pour revenir sur la question des intrus, il y a eu, et c'est la vérité, des périodes où certains intrus ont eu un rôle majeur dans la vie politique française. La période certainement où il y avait le plus de porosité entre le monde des scientifiques et le monde de la politique, c'était la Révolution française. Certains de ces grands scientifiques ont joué un rôle capital pour sauver la nation à une époque où elle était en péril intérieur et extérieur. Et il ne faut pas croire que les murs soient une fatalité. On évoque ce qui s'est déroulé samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes, avec une agression contre notre camarade Alain Finkielkraut, et nous sommes en compagnie aux côtés de Cédric Villani, de Dany Trom. Vous êtes chercheur en sciences politiques au CNRS. Dany Trom, vous avez notamment publié La France sans les Juifs aux presses universitaires de France. Comment analysez-vous ce dont a été victime Alain Finkielkraut? Écoutez, ce qui m'a frappé, il y a deux choses qui sont très frappantes. La première chose, c'est que s'est révélé à cette occasion une incroyable agressivité dont on n'avait probablement pas idée. Et il me semble que Alain Finkielkraut a réagi en disant qu'il s'agissait en quelque sorte d'un pogrom. Alors, cette agressivité, on pourrait dire que c'est, disons, l'expression de ce qu'Hannah Arendt appelait la populace, c'est-à-dire non pas la classe ouvrière, non pas le peuple organisé, mais on pourrait dire un segment du peuple désorienté, qui ne trouve pas sa cible en quelque sorte, et qui prend le juif, dit-elle, pour exutoire. Alors la deuxième chose, et plus profondément, cet incident révèle autre chose, c'est que on se situe en quelque sorte à la croisée de deux lignes dont on pensait qu'ils n'allaient pas se croiser. Il y a, disons, si on reprend à nouveau l'idée de populace, on avait deux segments qui ne se rencontraient pas jusque-là. Ce sont deux segments de classe populaire. La première, on l'a résumée sous le titre de banlieue, quand les banlieues s'expriment de manière désordonnée et violente. Et l'autre, on l'appelle périphérie, hein, qui a été résumée sous le mot de la France périphérique. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce sont toutes les deux des métaphores de la marge. Et l'expression de ces deux marges qui, en principe, ne devraient pas se rencontrer et qui, on pensait, manifestaient en réalité une hostilité l'une à l'égard de l'autre. L'incident auquel on a assisté montrait qu'en réalité, elles pouvaient se joindre ou se conjoindre, converger en quelque sorte, sous un même slogan. Ce slogan étant, en quelque sorte, la France est à nous. Alors naturellement, ce sont des marges, et comme ce sont des marges, elles expriment leur dépit, leurs revendications agressives à l'égard de ce qu'elles se figurent comme le centre. Il semble effectivement que ce centre soit résumé en quelque sorte sous le nom de juifs ou de sionistes, les deux étant devenus, semble-t-il, aujourd'hui un espèce d'équivalent. Alors l'antisémitisme a une histoire, Dany Trom, vous qui êtes politiste, vous le savez. Il y a aussi une histoire de la négation de l'antisémitisme. Je ne parle pas seulement du négationnisme qui lui nie l'existence des chambres à gaz, mais une tendance à relativiser l'antisémitisme ou à ne pas le voir, alors même que on peut considérer qu'il est sous nos yeux, puisque, encore une fois, on a suggéré à Alain Finkielkraut de retourner en Israël samedi. Ça n'était probablement pas une invitation au voyage. Pourquoi vouloir nier cet antisémitisme? Comment analyser ce déni?
Ben, je pense que, effectivement, l'antisémitisme a une histoire, mais il y a une césure qui me paraît... on a beaucoup parlé de nouvel antisémitisme, et en général, on désigne, disons, un antisémitisme qui émane de populations issues de l'immigration. Or, je pense que s'il y a quelque chose de nouveau dans l'antisémitisme, c'est, on pourrait dire l'antisémitisme d'après-Shoah. C'est l'antisémitisme d'après l'extermination. Je pense que dans la séquence qui a suivi l'extermination des Juifs, il a été très difficile de prendre acte et d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir encore de l'antisémitisme. Vous connaissez la fameuse phrase de Bernanos qui disait « Hitler a déshonoré l'antisémitisme ». Et donc, l'expression de l'hostilité à l'égard des Juifs a pris d'autres voies. Non seulement il a pris d'autres voies, mais le fait que la Shoah a eu lieu est un point de départ pour le développement d'un autre genre d'hostilité à l'égard des Juifs dont on voit aujourd'hui en réalité le développement. Votre analyse, Cédric Villani, vous qui êtes député La République En Marche, de ce que certains considèrent comme étant une montée de l'antisémitisme avec ce qui s'est passé, par exemple, samedi dernier, donc. Et puis, les statistiques sont glaçantes. On a vu que d'une année sur l'autre, les actes à caractère antisémite ont augmenté, c'est genre plus 3/4, presque doublement d'une année sur l'autre. Donc on est dans une phase de montée assez rapide, qui est sans doute aussi augmentée, accrue par le fait que dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information va, vient, il y a comme une sorte de incitation permanente à faire parler de soi, à faire des actes qui marquent. Et il y a là une dérive qu'il faut regarder en face. Je fais partie des nombreux collègues politiques et non politiques qui se joindront demain à la marche contre l'antisémitisme, 19h place de la République. Il y a là quelque chose qu'on ne peut esquiver. Danny Trom, ça sert à quoi une marche contre l'antisémitisme ? Et c'est une bonne question. En réalité, si on regarde la séquence un peu plus longue, disons, on peut prendre pour point de départ l'affaire Carpentras, où on a vu, me semble-t-il, de mémoire, un demi-million de Français avec un président de la République, celui de l'époque, François Mitterrand, descendre dans la rue. Or, ce qui est frappant, c'est que c'est devenu comme une espèce de rituel. C'est devenu une espèce de rituel, et on a peine à imaginer que ces manifestations de solidarité avec les Juifs de France puissent avoir quelques effets. Entre deux rituels, l'agressivité à l'égard des Juifs continue, et en réalité, je crains, naturellement, c'est important de le faire, je ne vois pas comment on peut ne pas le faire, mais en même temps, je doute de l'effectivité de ce genre de manifestation. Pourquoi l'État peine-t-il à faire reculer l'antisémitisme, puisque ça n'est pas nouveau qu'il y ait à la tête de l'État une sorte également de quasi-consensus parmi les différents politiques de ce pays? Pourquoi donc ce consensus, pourquoi ces volontés ne parviennent-elles pas à faire reculer la haine? Eh bien parce que en réalité, l'antisémitisme relève de l'agitation populaire. Il s'est cristallisé presque, pourrait-on dire, en une espèce de mouvement social, même s'il n'est pas homogène. Qu'est-ce que vous appelez un mouvement social ? Je veux dire par mouvement social, naturellement, le mouvement social on imagine un mouvement social comme quelque chose qui est organisé. Mais en réalité, il s'agit de manifestations récurrentes d'antisémitisme qui dessinent une espèce de série tellement dense que on ne peut que constater en réalité qu'il s'agit d'un mouvement social. Alors, le problème, c'est que le problème ne vient pas de l'État.
Le problème vient de la société. Et naturellement, en France, on est toujours, on pense que l'État, et c'est vrai, l'État joue un rôle tout à fait majeur. Le problème est le suivant, c'est que naturellement, il y a eu la loi Gaïsso, elle n'a pas arrêté l'antisémitisme. Donc l'État a pris conscience tardivement du problème. Une fois qu'il a pris conscience, il a fait ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est que la régulation sociale ne se fait pas. Ce n'est pas l'État qui jugulera le problème, c'est une régulation sociale qui, en réalité, n'est pas venue. Et donc, la grande question est celle de savoir pourquoi il n'y a pas de régulation sociale, pourquoi est-ce que ce phénomène n'est pas vu pour ce qu'il est, malgré les manifestations tout à fait ostentatoires de l'antisémitisme. Et chez les intellectuels, parce que il y a eu de plus en plus un divorce entre la lutte antiraciste et la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, par exemple, n'est pas analysé comme une conséquence des processus de domination. Il a droit à un traitement à part. Est-ce justifié de lui conférer un traitement à part? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets pervers dans cette distinction d'Anitrom? Mais bien entendu, il y a naturellement, disons, après la Seconde Guerre mondiale, s'est établi une espèce d'équivalent entre antisémitisme et racisme. Et c'est un effet disons, de l'antisémitisme proprement racial qui s'est développé dans l'Allemagne hitlérienne. Or, l'antisémitisme est ancien et d'abord l'antisémitisme est né à la fin du 19e siècle. Avant, il s'agissait d'une hostilité à l'égard des Juifs qui prenait d'autres formes. Et tout le problème est là. C'est que généralement, quand on pense au racisme, on pense à la manière dont des groupes sont infériorisés afin de pouvoir exercer sa domination sur eux. Or, l'antisémitisme a une caractéristique inverse. Il s'agit non pas d'un groupe qu'on s'imagine inférieur, mais c'est un groupe qu'on s'imagine supérieur. Et l'hostilité à l'égard de ce groupe est précisément motivée par son lien avec le pouvoir, sa capacité supposée de dominer les autres. Donc en réalité, on met dans une même catégorie deux choses qui sont pratiquement antinomiques. Ce qui veut dire que, par exemple, alors on le trouve sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il est question de dénoncer un acte antisémite, eh bien en quelque sorte, cela, et c'est terrible, accrédite plus encore le pouvoir des Juifs. C'est exactement ça. C'est le problème aussi qu'on a soulevé de l'État, du rôle de l'État. Si l'État prend fermement position, on y voit l'effet de la mainmise des Juifs sur l'État. En réalité, vous vous souvenez quand Manuel Valls a dit que la France sans les Juifs ne serait pas la France. En réalité, il a été accusé de faire une discrimination, en quelque sorte. Et donc, effectivement, il y a là une espèce de cercle vicieux dans lequel la tension aujourd'hui est très forte entre la société, une fraction de la société et l'État. Le climat est à une hostilité à toute médiation, une hostilité à l'égard des élites, une hostilité à l'égard de la représentation, de sorte que toute parole qui vient d'en haut et qui est dite par les autorités est une parole en réalité sans autorité parce qu'elle n'est pas écoutée. Cédric Villani, il y a eu donc samedi de l'antisémitisme à ciel ouvert à Paris, on l'a filmé. C'était arrivé jadis sous François Hollande avec une manifestation intitulée Jour de colère. Mais si l'on veut se confronter à l'antisémitisme, il y a beaucoup plus simple. Il suffit d'ouvrir Twitter ou Facebook et de tomber là-dessus. Vous avez réfléchi, vous, aux réseaux sociaux et à une manière de les réguler, votre analyse sur ce qui se déroule à cet égard sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous transforme et à quoi la société humaine n'était pas forcément prête. On a vu tout ce que ça a pu apporter comme communication instantanée. On voit comment des médias comme Facebook ou Twitter permettent maintenant de donner le pouls, la pulsation dans la société en toute chose. Mais on voit aussi à quel point ce sont des déversoirs à haine, rancœur, complot, théorie du complot, et nous avons le plus grand mal à imaginer un mécanisme pour en sortir.
Si on y met de la censure, ça a un style encore plus de suspicion. Si on laisse les choses se faire, on a le sentiment que ça va se transformer en un grand Far West complètement incontrôlable. Passer en politique, pour moi, ça a aussi été ça. Se dire que, en tant que scientifique, j'étais très respecté, même si peu visible, et d'un coup passer dans un monde où on sait que chaque jour il va y avoir on va recevoir une insulte, des insultes sur les réseaux sociaux, des insultes qui vont être des insultes souvent pour la personne, qui peuvent porter sur les idées, qui peuvent porter même sur votre apparence physique. C'est comme une sorte de grande décompensation de la société. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, alors ça a été proposé par le gouvernement, tout simplement supprimer l'anonymat sur Internet? Je ne suis pas sûr que supprimer l'anonymat vienne résoudre tout. Ça pose d'autres problèmes. Ça doit nous rappeler que le monde virtuel et le monde physique sont deux mondes différents dans lesquels on peut avoir des actions différentes. Le monde virtuel doit être un espace de liberté et un espace dans lequel on communique beaucoup plus facilement sans les barrières habituelles. La question est comment autoriser cette liberté, comment permettre cette liberté sans pour autant que ça se transforme systématiquement en usage de la haine. Danny Trom, dans cette évolution de l'antisémitisme en France notamment, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a 20 ans, aucun juif en France ne songeait véritablement à partir à cause de l'antisémitisme. Il y avait bien entendu des juifs qui voulaient aller dans d'autres pays, comme d'autres portions de la France. Il y avait aussi des juifs qui souhaitaient rejoindre Israël dans le cadre de ce qu'on appelle une alia. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Beaucoup de juifs songent à partir, beaucoup de juifs partent. Est-ce que cela signifie que le fait juif va devenir un fait national, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de juifs en diaspora et de plus en plus en Israël et aux États-Unis? C'est un mouvement qui est effectivement, c'est un mouvement qui est en cours. Peut-être qu'il faut rappeler que la France républicaine a été très peu touchée. Les Juifs de France, en tous les cas, ont été très peu touchés, très peu intéressés par le sionisme. Je veux dire, il n'y a jamais eu d'alia française. Le projet sioniste n'a pas eu d'écho en France. Et ce n'est que dans les années récentes que tout à coup, le mot alia est rentré dans le vocabulaire politique français. Alors, naturellement, il y a tout un ensemble de logiques ici qui se croisent et il ne faut pas simplifier les choses. Néanmoins, un des facteurs déterminants, c'est la pression qui est exercée sur les Juifs de France. La France qui, pour nombre de Juifs, est devenue en quelque sorte, leur propre pays, en quelque sorte, est devenu inhospitalier. Alors, je ne crois pas... Je ne crois pas qu'on va vers une situation dans laquelle, en quelque sorte, les diasporas seraient entièrement résorbées par l'État d'Israël. C'est une autre question. D'ailleurs, c'est une question qui ne concerne pas tellement l'Europe, en quelque sorte, ni la France. C'est une question qui intéresse éventuellement les Juifs, mais elle n'intéresse ni la France ni l'Europe. La question est de savoir si la dernière communauté juive de l'Europe continentale, qui est la communauté des Juifs française, le reste des Juifs d'Europe a disparu. Soit il a disparu dans la tourmente de l'extermination, soit il a été chassé en quelque sorte de Russie quand les portes se sont ouvertes. Et en fait, les Juifs de France sont le reste des Juifs d'Europe. Mais justement, vous le dites ainsi, Danny Trom, dès lors qu'il n'y a plus que quelques milliers de juifs en Italie, en Angleterre, il n'y a plus de juifs à l'Est, et les juifs d'Europe de l'Est ont été massacrés, ou les quelques survivants se sont enfuis. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement considérer que il y a eu un siècle juif qui était le XXe siècle avec l'irruption des juifs dans la modernité? Je parle de siècle juif parce que c'est le titre d'un ouvrage de Zletkin qui
essaye d'informer ce phénomène qui a été un phénomène particulier. Et puis finalement, les Juifs pourraient reprendre une existence nationale, comme c'était le cas avant l'exil de Babylone. Pourquoi ne pas imaginer qu'aujourd'hui, puisque vous admettez qu'il n'y a plus que des milliers de Juifs, eh bien, l'histoire juive se transforme avec la question donc israélienne? Je dirais que vous avez raison dans une certaine mesure, mais quand même, le départ, disons, la mise en mouvement géopolitique des Juifs, disons, commence à la fin du 19e siècle. Les Juifs de l'Est sont beaucoup partis, puis ceux qui sont restés ont été exterminés, et on est en quelque sorte dans une troisième phase. On est dans une troisième phase, et là je voudrais dire que le sionisme politique qui a abouti à l'édification d'un État n'était pas du tout au départ destiné à créer un État-nation. Il était destiné à créer un abri. Il faut bien voir que le sionisme politique naît en même temps que la notion même d'antisémitisme. C'est en quelque sorte le diagnostic de la persistance de l'hostilité à l'égard des Juifs malgré l'émancipation, que a germé l'idée qu'ils puissent avoir en quelque sorte besoin d'un lieu de refuge. Et naturellement, s'il s'agit d'un lieu de refuge, eh bien, le problème de l'Europe reste entier. Ce n'est pas la fin du judaïsme européen voulu par les Juifs, c'est la fin du judaïsme européen voulu par l'Europe. Cédric Villani, vous qui êtes député La République En Marche, Libération en une aujourd'hui interprète l'agression dont a été victime notre camarade Alain Finkielkraut comme, je cite, une inquiétante dérive de certains gilets jaunes. Qu'est-ce que vous faites, que faites-vous comme lien entre le phénomène des gilets jaunes et ce type d'actes? Premièrement, le phénomène des gilets jaunes, on a vu à quel point il est polymorphe. Et on l'a bien vu aussi à quel point il s'exerce, il se manifeste de façon très très variable d'un territoire à l'autre. Il agglomère en fait énormément de tendances différentes. Et je serais bien en peine de parler de quelque chose de représentatif des gilets jaunes pour ce grave incident qui a eu lieu, où on a vu Alain Finkielkraut se faire conspuer de façon extrêmement violente. Bien sûr, mais par exemple, on n'a pas entendu de manifestation des Gilets jaunes en bloc contre... Et vous savez quoi ? Les Gilets jaunes, ça fait partie des caractéristiques de ce mouvement qu'il n'a pas pu ou pas su se donner de représentants légitime qui puisse parler au nom des uns et des autres, qui s'est pas accordé non plus sur une base de revendication claire. C'est une expression très spontanée. C'est le contraire de corps intermédiaires organisés, et bien sûr elle est là, cette contestation, comme pour nous rappeler à quel point c'est important d'avoir des corps intermédiaires qui puissent orienter la réflexion, les revendications, fournir des revendications qui soient ordonnées et travaillées. On est ici sur tout le contraire, et c'est bien dur d'en déduire des conséquences particulières dans l'analyse. Denis Trom, votre regard là-dessus, le lien entre cette gronde sociale et l'antisémitisme? Écoutez, là aussi, effectivement, il est très difficile de... On sait depuis le début que le mouvement des Gilets jaunes a été émaillé d'incidents antisémites. L'incident Finkielkraut n'en est qu'un exemple. Le problème, je pense, avec les Gilets jaunes, c'est que comme ils procèdent d'une humeur anti-institutionnelle, hostile aux élites et hostile à la représentation, il s'interdit lui-même d'avoir un débouché politique. Et comme il s'interdit d'avoir un débouché politique, il auto-alimente en quelque sorte sa propre frustration, d'où naturellement la violence qui est toujours davantage croissante.
Merci à tous les deux de nous avoir donné votre point de vue sur cette actualité. Cédric Villani, Immersion de la science au Parlement, c'est publié aux éditions Flammarion, et vos deux ouvrages d'Annie Trom, La France sans les Juifs aux presses universitaires de France et Persévérance du fait juif aux éditions du Seuil.